notre formation spécialisée en achat et innovation, mais il faut bien clarifier d'abord ce que sont les achats, parce que les achats ont complètement changé. C'est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une vraie révolution. Et pourquoi? Mais parce que dans le passé, le rôle de l'acheteur, c'était d'aller acheter des composants, des matières premières, le moins cher possible, de sortir le bat de baseball, d'écraser le fournisseur pour essayer de squeezer 2 ou 3%. Mais c'est une fonction support. Tout le reste se passait dans l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises sous-traitent de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes, ils font fabriquer à l'extérieur. Donc, le rôle déjà du fournisseur devient beaucoup plus important. Mais il y a une autre chose qui devient plus importante aussi, c'est que les grands groupes qui recrutent les gens qui sortent du MAI, qui peuvent être des Danone, des L'Oréal, etc., mais eux, ils ne peuvent plus gagner des parts de marché sur le prix parce que la concurrence a changé. Le concurrent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en France les MDD, c'est les marques de distributeurs. Ça, c'est Auchan, c'est Intermarché, c'est Carrefour, c'est Tesco en Grande-Bretagne, c'est Costco, Walmart aux États-Unis. On ne peut pas les battre sur le prix. Et donc, Danone ne peut plus faire la croissance à travers le prix. Si le consommateur achète en fonction du prix, il va acheter la marque des distributeurs. Donc, il faut que la différenciation, ce qu'on appelle aujourd'hui la value creation, il faut que la value creation vienne d'ailleurs. Et ailleurs, pour la plupart de ces entreprises, c'est dans l'innovation et l'environnement. Innovation, environnement, c'est-à-dire d'avoir des produits les plus innovants sur le marché le plus vite possible. Et l'environnement, pourquoi? Mais parce que, bien entendu, on vient de mettre depuis 50 ans du plastique un peu partout. Le rôle pour la génération de jeunes qui arrivent, c'est de nous débarrasser de tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rôle de l'acheteur qui était en aval est maintenant en amont. On va impliquer les achats en amont à la conception du produit. Et où est le fournisseur? Il est aussi impliqué en amont. C'est lui qui est aujourd'hui une force de proposition. Dans le passé, ce n'était pas comme ça. On donnait un cahier des charges au fournisseur et on disait « Here's the spec, make it cheap, make it fast and shut up, you're just a supplier ». Aujourd'hui, ces fournisseurs sont dans l'innovation. Et donc, on va les impliquer en amont. C'est eux qui vont nous dire qu'on peut aller sur une autre forme de composite qui est 20% plus léger, 8% moins cher. C'est eux qui vont nous dire que si on dépasse 4 pigmentations de rouge sur l'étiquette, on ne peut pas le faire tourner sur les mêmes machines, etc., etc. Et donc, on les implique dès la conception du produit. Et donc, il faut avoir une autre forme d'acheteur. Et cet acheteur, ce n'est pas le même profil que le passé. Ce n'est pas le même animal. C'est quelqu'un qui est impliqué en amont et qui va tisser des liens en interne avec les gens de bureau d'études, avec les gens de marketing, R&D. Et on appelle ça « building relationships », mais il faut tisser ces liens en interne. Et ensuite, il faut aller tisser des liens à l'extérieur avec les fournisseurs qui sont en train d'innover et de lancer brainstorm sessions, etc., etc., etc. Et donc, d'avoir ces acheteurs impliqués en amont, on est même en train de changer le nom. On voit certaines entreprises qui appellent ces gens aujourd'hui acheteurs-développeurs. Il y a certaines entreprises qui les appellent ERM, External Resource Managers, Purchasing Innovators, etc. Et donc, c'est un nouveau rôle. Et nous, on prépare donc nos étudiants pour ce nouveau rôle où ils vont se trouver très souvent en amont, en binôme avec les gens du marketing. Et c'est eux qui vont travailler sur les nouveaux produits, les nouveaux services qu'on va mettre sur le marché demain. Notre principale force, de loin, c'est notre proximité avec les entreprises. Moi, je passe beaucoup de mon temps, je passe ma vie dans les entreprises parce qu'on fait la formation initiale, mais on fait de la formation pour les entreprises, on fait du conseil, du coaching pour les entreprises, et donc j'y suis tout le temps. Et ce qui est important, c'est que comme les achats évoluent très vite, il faut être dedans, il faut être dans ce qui se passe aujourd'hui. Dans les achats, avec tous mes respects, on ne peut plus travailler sur un case study de IBM 2005-2006 parce que c'est out of date. Il faut être dedans, il faut être dans l'actuel. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on passe beaucoup de temps à aider les entreprises de justement transformer leur service achat. Et ce qui est important là, c'est que ce sont ces entreprises qui vont venir recruter
les gens du MAI. Et donc, ça, de loin, c'est notre principale force, c'est d'être proche des entreprises et ces entreprises qui vont venir recruter les gens pour justement jouer ces rôles de demain. La deuxième force, je pense, du MAI, c'est l'association des anciens. On a une association des anciens qui marche très, très bien. D'ailleurs, quand on finit l'année au MAI, moi, je dis aux étudiants, vous avez fini vos études, mais vous n'avez pas fini le MAI, c'est que le début. Pourquoi? Parce que l'association des anciens, on est constamment en train d'organiser des événements, des conférences, des petits déjeuners, des after-work plutôt sympas, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est pour que les gens puissent être très proches des autres personnes qui sont dans les achats. Ça leur permet de faire du benchmarking, de comparer ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ont un problème technique, d'aller prendre contact avec d'autres personnes. Et donc, tout ça fait que c'est comme une famille, si on veut, mais c'est ça, ce sont notre proximité avec les entreprises dans le quotidien pour les cours. Parce que n'oublions pas qu'on est dans la phase finale, c'est la ligne droite avant la vie professionnelle pour la plupart des étudiants. Et donc, il faut vraiment avoir les entreprises qui vont venir pour parler de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, cette proximité avec les entreprises et notre association des anciens, à mon avis, sont les deux points les plus forts. Je ne sais pas si on a des secrets, mais la pédagogie a changé. Le rôle du professeur a complètement changé, le rôle de l'école a complètement changé. Aujourd'hui, ce n'est pas le prof qui va tout donner, qui va tout expliquer à un étudiant. Aujourd'hui, le rôle du prof, essentiellement, c'est de créer de l'enthousiasme, c'est de simplifier, c'est de démystifier, c'est de mettre l'eau à la bouche pour que l'étudiant ait envie de rentrer chez lui et de trouver quelque chose, soit dans les livres, soit sur Internet, sur YouTube, etc. Et c'est ça qui est important. Ça a complètement changé la façon dont on est en train de former. Et donc, d'avoir des enseignants qui sont capables de vraiment créer le buzz et de donner envie aux étudiants, parce qu'ils sont curieux, ils vont trouver par eux-mêmes. Je pense que la deuxième chose liée à la pédagogie, c'est quel type de relation est-ce qu'on a avec des étudiants. On a des étudiants qui sont Bac plus 5, Bac plus 6, donc c'est la dernière année d'études. Il faut créer une proximité. Il n'y a pas la direction d'un côté et les étudiants de l'autre côté. On crée une espèce de famille, c'est un club, on est ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble, on travaille ensemble, on fait des brainstorms ensemble, on fait des after-work ensemble. C'est ça qui est important. Il faut qu'ils soient proches. Notre rôle, évidemment, c'est d'informer, mais c'est aussi d'être coach. C'est de créer une envie où les gens, vraiment, ils veulent se donner, ils veulent se dépasser. On essaie de créer une ambiance work hard, play hard, et ça, c'est important, c'est-à-dire de créer une ambiance, à la limite, peut-être si ça a l'air euphorique, mais une ambiance où les gens, ils ont envie de se lever le matin et de venir justement à l'école. Et moi, je pense que c'est de loin le plus important. Si vous créez ça, mais les gens, ils ont soif, ils ont envie d'apprendre par eux-mêmes. Les changements essentiels pour l'année prochaine, c'est lié à l'innovation et l'environnement. On aide les entreprises, justement, on travaille avec eux pour qu'ils puissent saisir l'innovation et de mettre dans le produit le plus rapidement possible. Et donc, évidemment, nos étudiants vont suivre, ils suivent ces choses-là. Et ce qu'on est en train de voir, ça évolue vraiment très, très rapidement. C'est-à-dire, il faut aller travailler avec ses fournisseurs, comment on le fait, on appelle ça Innovation Capture, et ensuite, comment on va mettre ces idées dans un produit rapidement et sortir le produit rapidement. Comment vous allez mettre votre nouveau rouge à lèvres, mascara sur le marché en 11 mois au lieu d'en 15 mois. Parce que si vous arrivez à mettre votre produit sur le marché en 11 mois au lieu d'en 15 mois, mais vous êtes en train de générer 4 mois de vente et donc vous êtes en train de contribuer à la croissance de l'entreprise. On appelle ça speed to market. Et il y a des changements incroyables dedans. Et donc, l'autre chose, c'est lié aussi à l'environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a mis dans le packaging du plastique sur le marché depuis 50 ou 60 ans. Et le gros défi
pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est justement de nous débarrasser de ce plastique. Mais croyez-moi, ça va très, très vite. On a nos étudiants à Bordeaux, les étudiants plein temps, en train de travailler. C'est un défi, travailler sur une espèce de défi de l'innovation avec des fournisseurs de packaging allemands. Et vraiment, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, ces fournisseurs, c'est assez incroyable. On est en train de voir les produits qui sont aujourd'hui biodégradables. Quand vous les touchez, on dirait du plastique, mais non, c'est highly biodegradable paper. Et dans certains cas, le papier est même fabriqué avec du gazon. C'est beaucoup plus rapidement biodégradable, etc. Et donc, comment on travaille avec les fournisseurs là-dessus? On est en train de voir ce qu'on appelle les CDAs, Co-Development Agreements, entre le client et ses fournisseurs. On est en train de conjointement déposer des brevets avec les fournisseurs. Tout ça fait que c'est une évolution qu'on n'avait pas vue et ça va très, très vite. Et là, en ce moment, si vous allez... Certains de ces fournisseurs, quand vous allez chez eux, vous savez, c'est des usines qui fabriquent de l'emballage, etc. Mais vous allez, là, on travaille avec un groupe allemand. Vous allez dans le Creative Laboratory à Hambourg. C'est comme de passer une journée chez Google, tellement c'est jeune, c'est dynamique, etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir en ce qui concerne l'environnement. Et donc, là, l'année prochaine, on va renforcer toute cette partie-là. Ça, c'est la vraie question. Là, au milieu de tout ce qu'on fait, c'est l'employabilité qui compte. Si vous allez faire un master, ce n'est pas pour avoir le diplôme. Vous savez, il y a eu une espèce d'évaluation de diplôme. Tout le monde doit avoir un master aujourd'hui. Mais ce n'est pas la peine d'avoir le papier. Il faut savoir ce qu'on va faire avec. Et moi, il faut qu'il y ait une delta entre ce qu'on fait aujourd'hui. Quand vous faites un master, un delta entre ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez pouvoir faire demain. Moi, je dis qu'au MAI, il y a 3 deltas. Le premier, c'est que vous allez trouver du travail. Alors ça, c'est sûr, parce qu'il y a une pénurie pour ces gens qui sont acheteurs-développeurs. Deuxièmement, vous allez trouver un travail que vous aimez. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Mais vous pouvez aller demander à nos anciens, quel que soit le secteur dans lequel ils sont, à chaque fois, ils ont l'air d'aimer ce qu'ils font. Ça nous fait plaisir, évidemment. Quand on va dans les after-work, j'essaie d'amener nos équipes parce que au moins, nous, on voit, ça nous fait plaisir de voir que nos anciens étudiants, ils travaillent et ils aiment ce qu'ils font. Mais pour moi, le troisième delta, c'est de loin le plus important. Regardez l'évolution sur les 5, 6, 8 ans après la sortie du MAI, mais c'est assez incroyable aujourd'hui. Et donc, c'est ça, c'est de savoir, est-ce que vous allez trouver du travail? Et d'ailleurs, Aide Universal, moi, j'aime bien. Quand je regarde leur classement et comment ils le font que là-dessus. C'est-à-dire, ils vont direct à cette question-là. Est-ce que les gens trouvent du travail et combien de temps il faut pour trouver du travail? Ce n'est pas de mesurer comment sont les salles ou le contenu du cours. Oui, ça a une petite importance, mais le gros truc, c'est est-ce qu'on trouve du travail? Et oui, on trouve du travail. Alors, où est-ce qu'on trouve ce travail? Si on avait été là il y a 10 ans, les gens qui sortaient du MAI allaient essentiellement dans l'aéronautique, l'automobile, peut-être l'électronique. Depuis 7-8 ans, ça s'est étalé sur les secteurs qu'on appelle en anglais FMCG, Fast Moving Consumer Goods, c'est des biens de consommation. C'est agroalimentaire, cosmétique, des biens de la maison, pharmaceutique, tout ce que vous allez trouver dans un paquet, une bouteille quelque part, c'est eux qui recrutent. Et ils viennent à Bordeaux, toutes ces entreprises, pour recruter les MAI. Et d'ailleurs, juste en ce qui concerne nos étudiants qui sont en plein temps à Bordeaux. Là, on vient de regarder, il y a 65% de nos étudiants qui partent de suite à l'étranger. Ce sont des super postes. Alors, moi, je pense que c'est la vraie question quand il s'agit de faire un master, c'est l'employabilité. Je pense qu'où on se différencie clairement, c'est cette proximité avec les entreprises parce qu'on n'est pas que dans un contexte académique. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
On est dans la phase finale. Les gens qui viennent faire des cours, ce sont des responsables, ce sont des directeurs achats et qui représentent des entreprises qui sont des pionniers, ce qu'on appelle les benchmarks. Ils viennent, ils expliquent ce qu'ils sont en train de mettre en place, combien de personnes, les ressources, combien de temps il faut, qu'est-ce qu'on ne referait pas si c'était à refaire parce que ça n'a pas fonctionné comme on pensait, etc. Et donc, c'est du vrai vécu. Et dans certains cas, c'est même, je dirais, politiquement incorrect. Ils disent des choses qu'on ne pourrait peut-être pas oser dire si on était filmé sur Internet, etc. Et c'est cette proximité et d'être vraiment dedans qui va faire la différence. La deuxième différenciation pour moi, c'est notre importance qu'on met sur tout ce qui est leadership et management. C'est en train de changer. L'ancien système de leadership qui était basé sur le pouvoir, c'est la pyramide, un peu basée sur un système militaire, le général en haut qui donne des ordres, etc. On appelle ce modèle en anglais « command and control ». I command et ensuite je vais contrôler, etc. Mais c'est fini ça. Ça ne marche plus pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est le management où on crée l'enthousiasme, où on donne envie, où on est en train de donner beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité. Et c'est ça qui compte. Mais est-ce que nos jeunes, ils vont pouvoir faire ça? Si on ne les forme pas, s'ils ne se rendent pas compte aujourd'hui, non. Tout le monde pense qu'ils vont être un bon manager, mais on ne devient pas bon manager parce qu'on a un bac plus 5. On peut être techniquement très, très bon, mais un très mauvais manager. Et le management, ça commence avec le bonjour, etc. C'est de féliciter des gens. On est dans un monde dingue, on manque de reconnaissance. Mais est-ce qu'on va féliciter des gens? Et donc, c'est ça, c'est de créer une autre forme de leadership et de management et surtout de faire comprendre à des gens quand ils sont jeunes l'importance parce qu'on devient manager beaucoup plus vite qu'on ne croyait. Et donc, je pense que dans ces deux domaines, on a une vraie différenciation. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas? D'abord, c'est les gens avec la grosse tête. Si on ne voit pas des gens humbles, on les élimine tout de suite. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont faits pour ce qui est devenu un métier de communication. C'est un métier de relationnel, les acheteurs. Pourquoi? Parce qu'on est impliqué en amont. On est le lundi avec les gens de la production, peut-être le jeudi, on est avec des gens du marketing. Ils ne sont pas câblés pareil et il faut tisser des liens avec ces gens-là. Ensuite, il faut aller tisser des liens avec des fournisseurs qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé. Et donc ça, on appelle ça relationship building. La réalité, c'est que tout le monde pense qu'ils sont bons là-dedans, mais tout le monde n'est pas bon. On a un directeur achat qui vient et qui explique « I divide the world into two types of people, things people and people people ». Things people, ce sont des gens qui sont à l'aise avec tableau Excel, etc., etc. Il en faut, mais ce n'est pas forcément les mêmes qui sont capables d'aller tisser des liens avec les gens au 3e étage, au marketing, etc., etc. Et donc, moi, je cherche tout premièrement des gens qui sont frais pour ce boulot, ce métier relationnel. Les deux autres choses qu'on essaie de trouver, c'est des gens qui ont quelque chose dans le ventre. Ils veulent se dépasser. Ils sont un peu compétitifs, dans le bon sens du terme. Ils veulent se donner, se surprendre. Ils ont quelque chose ici. Moi, j'ai le plaisir, le privilège de travailler avec ces jeunes. Mais c'est incroyable. Quand j'entends les gens âgés qui disent « les jeunes, c'est pas ce que c'était », moi je dis « oui, je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup mieux ». Ce sont des jeunes, ils sont curieux, ils sont multiculturels, ils sont multilangues. Et quand vous avez des gens avec un truc ici et ils se lèvent le matin, c'est des gens qui ont compris que si vous restez au lit, la vie ne va pas venir frapper à la porte, il faut aller le chercher. C'est de la dynamite, j'adore ça. Et la troisième chose qu'on essaie de trouver, plus difficilement dans le temps d'un recrutement, c'est les gens naturellement positifs. Vous savez, on est entouré de gens négatifs, hein, rien que dans la façon de parler, ça va, on fait aller comme un lundi, etc. etc. C'est contagieux, il faut faire attention, ils tirent vers le bas. Il fait beau, oui, ils ont annoncé de la pluie pour le week-end. Méfions-nous. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que le positif, c'est aussi contagieux. Et donc, les gens qui arrivent, la pêche, on a tous des hauts et des bas dans la vie, mais on va avoir
justement un impact sur les gens si on est positif. Et donc, c'est ça qu'on essaie de trouver. C'est des gens qui sont naturellement positifs, qui vont arriver le matin, qui vont booster les gens, parce que ça, c'est le début du management pour nous. Donc, voilà ce qu'on essaie de trouver. Pas si facile, hein, parce qu'on a beaucoup de candidats. Ce n'est pas une science, hein, je vous promets. Et on essaie de faire de notre mieux, mais voilà. Merci pour toutes vos questions. J'ai essayé de démystifier le nouveau rôle de l'acheteur. L'acheteur qui est impliqué en amont. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est l'acheteur qui va travailler en amont avec R&D, bureau d'études, la production, etc., pour mettre les nouveaux produits sur le marché. Et ce qu'on est en train de voir, c'est les entreprises qui changent même leur raison d'être. On travaille avec des entreprises aujourd'hui qui ne fabriquent plus rien. Le Body Shop n'a plus du tout d'usine. Donc, dès qu'ils ont une idée pour un nouveau produit, un nouveau body butter, etc., il faut intégrer les fournisseurs dès le début. Et ce nouveau rôle de l'acheteur-développeur, c'est celui qui va justement tisser des liens en interne et ensuite, il faut qu'ils tissent vite des liens avec des fournisseurs qui sont capables, qui vont apporter des idées, de l'innovation et qui vont les apporter rapidement. Et comme on a dit, sur le speed to market. Et donc, c'est à vous de vous poser peut-être la question d'abord, est-ce que vous êtes fait pour un boulot, pour un métier de relationnel? Est-ce que vous aimez ça? Si vous aimez ça, vous allez adorer les achats. Mais une autre question, peut-être vous pouvez vous poser, c'est que est-ce que vous aimez le business? Parce que d'être impliqué en amont, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce qui est dans le pipeline pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on est en train de mettre sur le marché, des lancements de nouveaux produits, qu'est-ce qui est en train de lancer le concurrent, etc., etc., etc. Et donc, voilà, évidemment, moi, je ne suis pas objectif. Hein. Moi, je suis dedans. Donc, moi, j'adore tout ça. Moi, je pense que la meilleure façon pour vous peut-être de savoir plus, c'est d'essayer de poser des questions à des anciens. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de joindre tous les anciens, peut-être essayer de joindre des anciens qui sont dans un secteur d'activité que vous aimez et de poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur quotidien? Est-ce qu'ils se déplacent? Est-ce qu'ils ont beaucoup de responsabilités? Éventuellement, combien ils gagnent? Mais c'est à vous de faire ça. En tout cas, si vous avez des questions qui nous concernent, on fait un maximum pour essayer de répondre. On a des journées portes ouvertes et même si vous nous envoyez des mails, on fait un maximum pour essayer de vous donner toutes les informations qu'il faut pour votre avenir. Merci beaucoup. J'espère que mes réponses vous ont aidé et bonne chance pour l'avenir. Merci.